il y a des gens, bien sûr, qui seront choqués. Ok. Mais pour moi, vraiment, le marketing relationnel, c'est une école de liberté financière, Ok. de leadership et de maîtrise de soi. D'accord. C'est ça ma définition du marketing relationnel. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Nadia. Donc maintenant, il y a le marketing relationnel, il y a aussi le système de Ponzi. Oui. Okay. Comment identifier vraiment et diversifier, différencier les marketing relationnels du vrai marketing relationnel et les systèmes de Ponzi? Par exemple, il y a énormément de business voilà, qui utilisent les systèmes de marketing relationnel dans leur système de Ponzi, où tu dois amener les gens, où ils sont obligés pour faire de l'argent, il faut faire rentrer des gens, tu es obligé. Quelle est la différence aujourd'hui pour toi entre le vrai marketing relationnel et le système de Ponzi? D'accord. Maintenant, la chose le plus importante en marketing de réseau, ce n'est pas le fait que tu as fait la promotion d'un produit ou d'un service, mais c'est la personne que tu vas devenir en bâtissant ton réseau. Je répète encore, ce qui est plus important en marketing de réseau, ce n'est pas le produit ou le service que tu vends, c'est la personne que tu vas devenir en bâtissant ton réseau. Bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode sur Investir et Réussir TV, là où on décortique les secrets sur le business en ligne, développement personnel, le trading, la finance, les crypto-monnaies, donc comment faire progresser sa richesse de façon générale. Donc aujourd'hui, j'ai un immense et un grand plaisir de recevoir un invité spécial qui est une coach en développement personnel, une entrepreneuse web. C'est une personne sur ces 12 derrière moi surtout qui est en train de cartonner partout. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de lui recevoir, ou bien de la recevoir sur ma chaîne YouTube. Et en plus de ça aussi, c'est la première fois que j'invite une femme, donc je peux dire comme ça, sur ma chaîne YouTube. Donc elle nous a fait honneur de répondre à notre invitation. Donc déjà, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Nadia Abdillah. Merci beaucoup Oumar pour l'invitation et je suis très honorée d'être la première femme de venir sur Investir et Réussir TV et je tiens à saluer à toute la communauté. Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Ensemble, on va partager beaucoup de valeurs enrichissantes. Exactement. Donc, en plus de ça aussi, sur ces derniers mois, comme je vous ai dit, Nadia, elle a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires sur ses business. Donc, on va rentrer là-dedans. Mais ce qui m'intéresse le plus, en tant que coach en développement personnel, on va rentrer dans les vifs du développement personnel. Vraiment, comment développer une mindset idéale pour réussir et exploser ses résultats. Parce que c'est la chose idéale. 80% de votre réussite, c'est votre mindset. Une fois que vous maîtrisez votre état d'esprit, et tout va venir. Dans tous les domaines d'activité, ça se passe ici d'abord. Comme on a l'habitude de dire, 99% de l'homme même, c'est vraiment l'esprit et 1% c'est le corps, ce que vous voyez de façon visible. Donc on va revenir sur Nadia. Nadia, peux-tu nous raconter ton histoire? Qu'est-ce qui t'a mené vers le développement personnel et le marketing relationnel? Comment ça s'est passé? On sait que tu ne viens pas du Sénégal, donc aujourd'hui on est en train d'enregistrer ce podcast ici à Dakar. Donc comment ça s'est passé? Tu t'es retrouvé au Sénégal et puis tu t'es retrouvé dans le développement personnel et surtout sur le marketing relationnel. Super, merci beaucoup. Moi, comme Oumar vient de me présenter, je suis Nadia Abdillah, je fais du coaching en développement personnel, également du MLM, je suis MLM-preneur, entrepreneur web et conférencière. Je suis d'origine comorienne. En fait, je suis arrivée au Sénégal en 2023 pour mes études universitaires. Actuellement, je n'ai pas encore fini mes études, je suis à ma 3e année de banque finance. Donc, dès mon arrivée au Sénégal, c'était la routine comme la majorité d'étudiants étrangers, aller à l'école, dormir, lire les cours, se divertir sur Netflix et tout ça. C'était la routine, c'était juste ça. Et au bout d'un moment, je sentais une insatisfaction. J'étais fatiguée de la routine.
Et un jour, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Parce qu'entre-temps, j'ai commencé à voir dans mes fils d'actualité les contenus en développement personnel, les motivations, etc. Petit à petit, ça me parlait parce que c'était la vague du développement personnel dans les réseaux sociaux. Et petit à petit, ça me parlait d'entrepreneuriat, etc. Mais en amont, j'avais cette fleur d'entrepreneuriat parce que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, on peut dire. Mon père, il est commerçant. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné beaucoup de bases. J'aurai l'occasion de parler du parcours de mon père parce qu'il m'a tellement inspiré. Et aussi, il y a ma mère qui faisait également la restauration. Du coup, je peux dire que j'avais ces valeurs, j'avais ce flux entrepreneurial dans mon sang qui était en moi. Mais pendant mon parcours, quand j'allais à l'école et rentrais à la maison, j'avais ça pendant, je peux dire, 1 an ou bien 9 mois comme ça. Et j'étais fatiguée de la routine. Un jour, j'ai décidé de sortir parce que moi-même, je me sentais pas très bien à l'intérieur. J'avais une insatisfaction quitte que lorsque j'étais à l'école, mon professeur de compta il est là, moi je suis dans mon téléphone, je scrolle et tout. Et bizarrement, je suis tombée dans une affiche qui parlait revenir au Sénégal pour se lancer en entrepreneuriat. Il y avait cocktail gratuit. Moi, j'aime trop la nourriture manger. Okay. C'était gratuit. Ben, je me suis dit, pourquoi pas ce samedi, au sortir, aller découvrir. Moi, je ne connaissais même pas l'endroit, mais j'ai juste décidé. J'ai suivi mon instinct. Je me suis dit, ah, il est temps que je me bouge. Et c'est là que j'ai pris la décision de participer à une première conférence. Et cette première conférence a réveillé quelque chose en moi. Pourquoi? Parce que pendant la conférence, ils ont fait la biographie de différents grands entrepreneurs africains, les hommes les plus riches du Sénégal. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des grandes études, qui ont eu des grands diplômes, etc. Mais c'est des personnes qui sont parties de rien et qui ont bâti des empires en fait. Et c'est ce premier déclic que j'ai eu. Après, j'ai commencé à fréquenter d'autres entrepreneurs, d'autres conférences. Et la conférence qui m'a marqué, vraiment, qui a fait un grand déclic, c'est la conférence de mon mentor Justin Mortodé. Le titre, c'était Débloquer votre potentiel. Et j'ai réservé le ticket, je suis allée et ce jour-là, mon potentiel a été débloqué. Et c'est ce jour-là que j'ai eu le déclic de travailler sur moi, de travailler sur mon développement personnel, après me lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Moi, je peux dire aussi, c'était la première fois où moi, j'étais vraiment vu dans la salle. Là, tu étais sur le premier rangé parce que ces jours-là, moi, je faisais partir des invités. Moi, j'étais juste avec les invités. Et là, toi, tu étais vraiment devant. Et moi, j'ai vu que vraiment, tu avais la rage de participer à la conférence. Tu sais, dans la salle de conférence, les personnes qui sont là vraiment pour réussir, quand tu les vois... Voilà, d'autres sont là juste pour participer, mais d'autres sont venus vraiment pour apprendre. Et toi, tu faisais partie de ces catégories de personnes-là. Et une chose, pendant ma première conférence, j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui mon partenaire d'affaires et que je tiens vraiment à le saluer. Je lui envoie un gros big up. C'est mon frère, c'est mon ami. Il s'appelle Bousri Abdallah Mourni, c'est un Comorien. Et quand nous sommes sortis de la conférence, il m'a demandé, Nadia, est-ce que tu lis des livres? Quels sont les genres de livres que tu lis? Je disais, ah, moi je relis des Harlequins, des romans policiers comme Agatha Christie, etc. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu lis en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas ce genre de livre que tu dois lire, etc. Et puis il a commencé à me parler de la chèvre de ma mère. J'ai lu ça, j'ai lu aussi, il y a un livre qui a participé vraiment à mon déclic. C'était L'homme le plus riche de Babylone. Parce qu'au moment où je le lisais, c'est en ce moment-là que j'ai eu exactement l'affiche de la conférence de Justin et qui m'a donné ce déclic. Et il y a vraiment un passage qui m'a marqué dans ce livre, c'est que, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont beaucoup de chance et tout.
Mais dans le livre, il dit que la chance, il y a la déesse de la chance. C'est-à-dire, il faut être prêt pour accueillir la déesse de la chance. Et moi, en amont, j'étais en phase de préparation inconsciemment. Et lors de la conférence, c'est là que j'étais prêt à accueillir des opportunités qui s'offraient à moi, qui fait que j'étais prêt à accueillir la déesse de la chance, que la chance, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais c'est quelque chose que ça se prépare, qu'il faut être prêt pour accueillir. Pourquoi? Parce que tout le temps, il y a des opportunités, mais les gens, ils sont inconscients ou bien ne sont pas prêts de saisir ce genre d'opportunités. D'accord. Donc, en parlant des opportunités, par exemple, tout ça, tu sais, tu as découvert plein d'opportunités à la fois. Quel a été le moment déclic dans le domaine du développement personnel qui t'a le plus impacté, qui t'a donné les déclics et que tu t'es dit, voici ce que je veux vraiment faire de ma vie, je vais devenir une conférencière, un coach en développement personnel. Quel a été vraiment le déclic pour le développement personnel? En fait, ce qui a été le déclic, je vais toujours revenir, c'est sur cette insatisfaction que tu ressens au fond de toi, que tu es né pour réaliser des grandes choses. Toi-même, à un certain moment, ton corps, ton esprit, ton âme va révolter. Et c'est ça qui a commencé à me piquer un peu. Et il y a également aussi l'environnement de là où tu viens. Quelle est la personne que tu es aujourd'hui? Quel avenir que tu veux laisser derrière toi? C'est des questions que tu dois te poser en âme. En fait, c'est une introspection de soi. Par exemple, là, je me dis, j'ai mon papa, j'ai mon mari, tout, j'ai tout, m'achète ceci, tout, tout, tout. Maintenant, je me suis demandé, maintenant, si la personne qui subvient à mes besoins aujourd'hui, s'il part, qu'est-ce que je vais devenir en tant que personne? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Est-ce que c'est de cette façon-là que je vais vivre, que je vais finir? Quelle image que je vais laisser? Quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Et c'est ce déclic-là que j'ai commencé à travailler sur ma personne, sur ma confiance en moi, sur mes croyances, etc., pour devenir la personne que je suis arrivée aujourd'hui. Et pendant cette transformation, j'ai pris le temps de créer tout ce que je faisais, tout ce que j'apprenais, et pour ensuite pouvoir le transmettre, parce que je sais que ce n'est pas moi qui vis cette situation-là. Je suis convaincue que d'autres personnes l'ont surmonté et que ce n'est pas à moi seule. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même situation que moi, et comment faire pour aussi les impacter positivement, comment faire pour leur dire que c'est possible, moi aussi j'ai traversé ce moment, et que d'autres personnes aussi ont traversé des moments plus durs, plus difficiles que ça en fait. D'accord, donc en parlant de ces moments difficiles, quelles ont été vraiment tes premières difficultés et comment tu les as surmontées, par exemple aujourd'hui en tant que coach et conférencière, avant d'arriver à ce niveau? Tu as découvert toutes ces opportunités-là, tu te mets à fond, tu apprends, tu cumules à la fois ça avec tes études. Il y a plein d'obstacles qui viennent tu vois, sur la route. Maintenant, quelles sont les méthodes que tu as pu mettre en place pour surmonter tes premières difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours? Alors, les étapes, c'est, je peux dire que j'ai positionné ça en 4 règles. La règle de 4D. Donc, la première D, c'est le désir. Savoir ce que tu veux. C'est très, très important. Pourquoi? Si tu n'as pas un désir ardent qui est nourri par la foi, pas la foi religion, mais par la foi, cette conviction que tu as. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu désires obtenir? C'est la première étape. C'est le premier D. Le deuxième D, c'est la décision. Maintenant que tu sais ce que tu veux, maintenant que tu as cette foi, maintenant que tu as ces désirs, c'est l'engagement. Poser des actions. Et le troisième D, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est très, très important. Maintenir, ne pas lâcher quand il y aura la difficulté. Même si tu n'as pas envie, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu dois le faire. Et le quatrième D, c'est la détermination. Persévérer malgré les échecs. S'armer de courage.
s'armer d'audace. Donc c'est ces 4 D-là que j'ai mis comme règle, que je me suis appuyée pour me construire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Comme Napoléon, il a l'habitude de dire, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir avec l'audace. Donc tout ce qui va avec, c'est vraiment génial. Donc quelle est ta définition du développement personnel aujourd'hui? Ok, le développement personnel, pour le définir de manière concrète et très simple, c'est le développement de la personne. Une personne est composée de 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on peut dire que c'est une complémentarité. Pourquoi? Parce que toutes les actions que nous posons aujourd'hui, ça vient d'abord par la pensée. Ça vient d'abord par une intuition, si je peux dire. Ça vient d'abord par une flair, par une énergie. On le sent, on le prononce dans la bouche, on le sent dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et c'est là d'où part. Et c'est ça qui va mener ensuite les actions. Maintenant, pour le corps, c'est poser les actions, prendre soin de son corps. Pourquoi? Si ton corps n'est pas en bonne santé, tu ne vas pas avoir d'énergie. Exactement. Ton énergie sera basse, tu ne vas pas avoir des bonnes vibrations. Tu seras tout le temps dans la plainte, tu seras tout le temps dans l'auto-sabotage, tu seras tout le temps dans des pensées négatives. Pourquoi? Parce que ton corps, ton âme, ton esprit, ils ne sont pas alignés. Ok, Oui. d'accord. Donc, c'est ta façon, c'est-à-dire ta définition, quand on doit généraliser ça, par exemple. Voilà. Si on veut généraliser le développement personnel, le développement personnel, c'est travailler sur soi, la maîtrise de soi, et chaque jour, pourquoi? Parce que c'est un travail continu, développer ses croyances, développer ses valeurs, développer sa confiance en soi. Tout ça, ça rentre dans le développement personnel. Il y a également le cadre cognitif, l'esprit. En fait, c'est beaucoup plus poussé. Il y a la neuroscience, c'est un domaine très très vague. C'est un domaine très très vague. Il y a des différentes spécialisations et après vous pouvez faire beaucoup plus de recherches si vous êtes vraiment intéressé sur le développement personnel. Donc, comme par exemple, moi j'ai un mentor qui s'appelle Robert Kiyosaki, parce que il fait partie, toujours je continue d'apprendre auprès de lui. Voilà, donc malgré qu'il est vieux actuellement, mais sur ses podcasts, sur ses sorties, il partage toujours d'énormes, extraordinaires choses sur ses livres qu'il a écrits, notamment Les Pères riches, Pères pauvres, tout ce qui va avec. C'est des énormes livres. Moi, personnellement, ça fait partie des auteurs qui m'ont le plus marqué. Durant sa dernière sortie, j'ai suivi, il a dit quoi? Le développement personnel, c'est aujourd'hui l'une des compétences, ça fait partie des meilleures compétences si tu veux vraiment réussir à atteindre des high level, que ce soit tu veux devenir plus riche, que tu sois, tu veux vraiment devenir une grande personnalité. Donc, le développement personnel, c'est l'une des clés. Donc, durant ce processus-là, après, il y a d'autres clés comme la vente, etc. etc. Donc, oui, effectivement, pour te rejoindre, même dans son livre que j'ai lu en tant que professionnel de marketing relationnel, parmi les raisons déjà de faire du marketing relationnel, le niveau 1, c'est le développement personnel. Pourquoi? Parce que dans le développement personnel, tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort. Tu vas apprendre à t'exprimer. Tu vas apprendre à croire en toi, à développer ta confiance en soi. Exactement. Et je te rejoins, c'est l'un des bases surtout, en fait. À aborder les gens, par exemple, il y a plein de personnes, surtout à l'école, on ne nous enseigne pas peut-être comment devenir riche, c'est-à-dire comment vendre, comment aborder les gens, comment négocier, comment conclure vraiment des affaires de façon pratique. Et le développement personnel, non seulement ça te permet de faire ça, mais le marketing relationnel que tu l'as mentionné, donc c'est axé sur ça. Donc tu es forcément obligé de sortir sur ta zone de confort. Moi, la première business qui a révolutionné vraiment ma vie et ma façon de voir les choses, ça a été le marketing relationnel. Ouais, j'ai vraiment, dans les réseaux de marketing relationnel, l'état d'esprit, tout a changé. Donc, et surtout, l'autre livre aussi, L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Donc, il a vraiment détaillé tout ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, quels sont tes rituels quotidiens ou hebdomadaires pour évoluer
en tant que personne, c'est-à-dire en tant que toi, Nadia, aujourd'hui. Parce que quand on prend le succès de l'homme, c'est vraiment, ça vient de l'organisation, tout ce qui va avec. Donc, de façon générale, quelles sont tes routines en tant que Nadia? Alors moi, mes rituels, ils sont différents parce que je suis quelqu'un de polyvalente. Je n'ai pas une routine à longue durée que je vais faire ça pendant 5 mois, 6 mois, tout le temps. Par exemple, je peux avoir des routines matinales comme je peux avoir des routines nuptiales. Par exemple, lorsque j'étais à mon cheminement, j'allais à l'école et tout. Je me réveille le matin, comme chaque personne. Je prie, je fais du sport, lecture, après aller à l'école. Pourquoi? Parce que de 9h jusqu'à 16h, je serai à l'école. Après, de 16h jusqu'à 19h, je vais travailler sur mon business. Du coup, la routine est différente. Et quand je rentrais à la maison, je lisais plus de livres que les cours que j'apprenais à l'école. Maintenant, lorsque je suis vraiment dans l'apprentissage, je m'étais fixé un objectif, lire 10 pages par jour. C'était un objectif pour moi. Soit je lis 5 pages le matin à mon réveil et 10 pages le soir avant de dormir. Maintenant, il y a, comme tout le monde, il y a des gens qui passent des moments de procrastination. On ne va pas se mentir. Il y a des fois que tu laisses cette discipline-là que tu avais de lire avant de dormir. Des fois, tu peux prendre ton téléphone, etc. Mais si tu parviens à maintenir quelque chose pendant 21 jours, même toi, si tu arrêtes de faire la chose, ta productivité ou bien tes résultats vont être différents. Donc, l'idéal, une routine vraiment que les personnes qui réussissent le font, que moi je l'ai fait, c'est la méditation, la lecture, le sport, avoir un très bon sommeil et une très bonne alimentation. En parlant de routine, par exemple, quelle est vraiment l'importance pour les êtres humains, de façon générale, l'impact des routines, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous rapporte d'être vraiment organisé dans ce domaine d'activité, voilà, quelles sont les importances? Alors, la routine, ça va te créer déjà une discipline. La routine, ça va te permettre également d'être focus et concentré. Ça veut dire que ton esprit sera concentré, tu ne vas pas être dispersé. Tu touches ici, tu touches là, tu touches là. Par contre, lorsque tu as une routine, tout est carré, tu fais ça et après, tu es productif et également, il y a des résultats qui se montrent aussi. D'accord. Maintenant, quelles sont les micro-habitudes que tu as implémentées et qui ont eu d'énormes changements en toi durant ces 12 derniers mois? Durant les micro-habitudes. Durant ces 12 derniers mois, numéro 1, c'est la lecture parce que je lis énormément. Et quand je lis, j'apprends et je développe mon esprit critique aussi. Le sport aussi parce que ça m'a permis d'être en forme, avoir une bonne énergie, être tout le temps en bonne vibes et tout. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très, très paresseux sur ça. Même ma famille me taquinait, il n'y avait pas une journée que je me réveillais sans ne pas dire j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux et même les cheveux. Des fois, ma tante me disait, Nadia, aujourd'hui tu as mal aux... Est-ce que ce n'est pas les ongles? Est-ce que ce n'est pas les cheveux? Et le développement personnel m'a aidé à surmonter ça. Grâce au sport, je fais du sport pour maintenir la forme et le sport, ça permet à ton cerveau d'être aéré, d'être en paix avec toi-même et la méditation. Quelle est la recette que tu pourras partager à une personne qui souhaiterait développer des bonnes habitudes ou remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes? Ok. La recette, c'est simple. Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire toutes les choses qui t'empêchent d'atteindre les objectifs. Ok? Maintenant, si toutes ces habitudes-là sont négatives, tu vas les transformer de manière positive, soit par des affirmations positives, soit par des phrases qui vont te pousser en action. On va prendre un exemple concret. Ok? Par exemple, je vais prendre
quelque chose de très simple. D'accord. Quelqu'un qui veut perdre du poids. D'accord. Ok. Quelqu'un qui veut perdre du poids, on peut dire par exemple, je ne suis pas content de mon physique, je ne suis pas content de mon corps parce que je suis tout le temps fatiguée, je n'arrive pas à travailler. D'accord. Et moi, je sais que ma routine, je dors jusqu'à 11 heures, je mange n'importe comment, je ne dors pas assez comme il faut, j'ai du stress, etc. Maintenant, et si j'arrête cela, maintenant je me demande, si j'arrête de procrastiner par exemple, si je cours 5 km par jour, si pendant 3 semaines, pendant 3 jours dans la semaine, je fais par exemple 5 minutes ou bien 15 minutes d'exercice physique pendant, par exemple, 21 jours. Ah, je peux dire que pendant celui-là, je serai en pleine forme, je ne serai pas fatiguée, je vois mon corps en bonne santé, je me vois productive. Donc ça s'accompagne avec un système de visualisation. Tu t'imagines déjà si tu fais, quels sont les résultats qui seront là. Donc je peux dire que c'est ça la recette, remplacer déjà tous les discours négatifs que tu as envers toi-même par les affirmations positives. Surtout ça, moi je fais beaucoup d'affirmations positives. En plus de ça, donc ça te permet de développer les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Ok, d'accord. Pour une personne qui a des mauvaises habitudes, par exemple, qui veut remplacer par les bonnes habitudes, ou bien parce que c'est pas possible, par exemple, de supprimer une habitude, il faut forcément commencer petit surtout. Commencer petit. Par exemple, c'est le pouvoir de l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est-à-dire si tu commences quelque chose, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ça va devenir une habitude. C'est comme si l'habitude que tu as de te lever chaque matin pour brosser les dents. Il y a un livre qui est vraiment meilleur, c'est Miracle Morning. Juste des petits gestes. Quand tu te réveilles le matin, teste juste pendant une semaine, tu bois de l'eau juste pour t'hydrater, aérer ton esprit. Toi-même, tu vas changer, tu vas constater pourquoi. Parce que déjà, ça va améliorer ta digestion. Et si tu digères bien, ton esprit sera aéré. Moi, par exemple, si je mange beaucoup, je ne suis pas productive, je suis paresseuse. Par contre, si j'ai faim, je bosse comme un malade. Je peux faire des nuits blanches si j'ai faim, bosser comme un malade. Maintenant, parmi les habitudes, par exemple, moi, j'étais accro vraiment de mon téléphone. J'ai fait carrément un détox électronique. Quand je dormais, je prenais mon téléphone, je le mets sous le matelas. En bas. Du coup, quand je vais me réveiller, je ne vais pas prendre mon téléphone. Je vais faire tout ce que j'ai à faire le matin, faire le sport, lire, méditer, prier, avant de prendre mon téléphone. C'est les dernières 2 choses que je vais faire. Et je l'ai fait pendant 3 mois, pendant 21 jours. C'est pour cela que j'ai écrit mon e-book Boost, devenir la meilleure version de soi-même, pendant 21 jours. Et en même temps, j'avais même écrit, parce que j'avais un challenge corporel que je me suis fixé par du poids. J'avais écrit, je cochais chaque jour que je faisais, que je passais une étape. Je cochais. Pourquoi? Parce que ça augmente ta confiance en toi et ça te permet également de persévérer, de continuer sur la durée ces habitudes-là. Maintenant, comment rendre une bonne habitude irrésistible et les mauvaises habitudes impossibles? Par exemple, tu as pris l'exemple sur le téléphone. Tu as l'habitude d'utiliser ton téléphone peut-être au réveil matin. Donc, tu as dû rendre cette habitude invisible. Par exemple, si tu ne vois pas ton téléphone, tu ne vas pas les toucher. Donc, il faut les voir pour les toucher. Donc, il y a énormément de personnes aussi qui arrivent à développer les bonnes habitudes. Par exemple, comme aller à la salle de sport, ou bien commencer à lire des livres, ou bien être discipliné envers sa routine, ou bien dans le domaine du trading aussi, les personnes qui développent les plans de trading, ou bien on peut dire les plans d'affaires dans d'autres domaines d'activité. Au fur et à mesure, les gens ont du mal, par exemple, à être disciplinés, c'est-à-dire à respecter, tu vois, à suivre ces différents processus, alors qu'ils viennent de développer ces différentes bonnes habitudes. Maintenant, qu'est-ce que tu proposerais, par exemple, pour rester fidèle
aux bonnes habitudes et rendre les mauvaises habitudes impossibles. Ok, il faut le faire pendant 21 jours. Je m'explique pourquoi. Parce qu'une étude est menée à l'université de Londres. Ce sont des experts. Et ils ont démontré qu'ils voulaient tester pour comment est-ce que les gens instaurent des bonnes habitudes ou bien comment devenir la meilleure version de soi-même, comme on peut le dire. D'accord. Et ils ont constaté, le challenge était de 66 jours. Et pendant le challenge, ils ont constaté que les participants, au bout de 21 jours, ils ont été alignés à leur habitude. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu veux vraiment changer les habitudes, les mauvaises habitudes que tu as, fais-le pendant 21 jours et tu vas constater la transformation. Et aussi, il y a un chirurgien aussi, les gens qui font des gens pour le visage et tout. Il disait que leur patient, c'est un psychologue en cybernétique aussi. Il disait que ces patients, ils mettaient 21 jours pour accepter leur nouvelle apparence. C'est-à-dire, si tu maintiens l'habitude pendant 21 jours, ça va aller à long terme. Tu vas avoir une réelle transformation. Maintenant, en amont, il y a des choses que tu dois travailler. Il y a des choses en amont, tu dois vraiment travailler ton état d'esprit. C'est ça qui va te permettre de maintenir les habitudes. Par exemple, j'ai fait une découverte pendant mes recherches. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent aussi. Exactement. Et ça, il y a également leur routine, leurs habitudes, etc. Maintenant, il faut faire une déconstruction psychologique en amont. Et il y a un psychologue, Dr. Carol Dweck, c'est une professeure psychologue à l'université de Stanford. Il a mené une étude sur la motivation, la réussite et les stratégies de croissance. Et pendant son étude, même il a écrit son livre, je ne sais pas si tu y as lu, ça s'appelle Mindset. Mindset. Oui. Et dans ce livre, il a fait une expérience. Une première catégorie, les gens qui ont un mindset fixe. Une deuxième catégorie, les gens qui ont un mindset de croissance. Donc, il faut savoir que dans notre cerveau, ou bien dans notre esprit, il y a, je peux dire, c'est des muscles, c'est de la neuroplasticité, Il y a la zone l'amygdale, il y a aussi le cortex préfrontal. Donc, l'amygdale, en neurosciences, si je peux dire comme ça, l'amygdale, lui, son rôle, c'est de détecter les dangers. On peut prendre un exemple. Imaginez-vous que vous êtes dans une forêt, et qu'il y a un lion qui est là. Quelle est ta première réaction? Tu vas avoir peur directement. Tu as peur, tu trembles. Et tu vois que les lions s'approchent de toi, ils te regardent comme ça. Tu commences à trembler, tu commences à avoir peur. Et tu vois que les lions s'approchent de toi et ils ouvrent la bouche. Là, tu fuis. Là, c'est l'amygdale qui réagit. Il va fuir. C'est la même chose lorsque tu es dans une situation de confort. Tu vas fuir. Tu vas fuir la situation de confort. Tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. Donc là, c'est les personnes qui ont un état d'esprit fixe. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe, tout ce qu'il sait, il sait. Si aujourd'hui, moi, je suis née, par exemple, je vais prendre un exemple banal, je n'ai pas de bras. Aujourd'hui, je suis handicapée, je n'ai pas de bras. Je me dis, vu que je n'ai pas de bras, je ne peux rien faire, je suis handicapée, je suis déjà disqualifiée de la réussite. Ça, c'est quelqu'un qui a un mindset fixe. Quelqu'un qui a un mindset fixe, il va dire que les personnes
qui réussissent, ok, ce sont des personnes méchantes, ce sont des personnes qui font du mal, les personnes qui pensent à l'argent, qui font de la sorcellerie, etc. Ok, les personnes qui ont un mindset fixe, eux, ils n'aiment pas la réussite des autres. Ils sont jaloux de la réussite des autres. Ils n'aiment pas voir les autres réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des insécurités. Maintenant, si tu viens déconstruire cela, tu vas forcément établir des bonnes habitudes. Maintenant, quelles sont les habitudes des personnes qui ont un mindset de croissance, de growth mindset? Les personnes qui ont un mindset de croissance, eux, ils croient qu'ils peuvent tout apprendre et aussi ils développent des stratégies de croissance. Mais également, la personne qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas une finalité. Mais lorsqu'ils sont dans une situation de confort, ils vont prendre plaisir à apprendre, ils vont saisir cette adrénaline-là. Pourquoi? Parce que le cortex préfrontal, c'est tellement fascinant. C'est un muscle, c'est du, comment dire, c'est plastique, je ne vais pas dire plastique, c'est de neuroplasticité. Il faut le nourrir. C'est comme si aujourd'hui, je fais des squats et je vais développer mon fessier. C'est la même chose que ton esprit. Et ce qui nourrit ça, c'est le cortex préfrontal. Lorsque tu seras dans une situation de confort, tu vas te dépasser, tu vas prendre plaisir. Et aussi, tu vas constater que les personnes qui réussissent, ok, tu prends leurs conseils, tu les admires. Et aussi, tu dis, ah, aujourd'hui, je ne connais pas les maths. Mais ce n'est pas une finalité, je peux apprendre à connaître les maths. Par exemple, moi, dans mon cas, j'avais une croyance comme quoi, vu que moi je suis littéraire, j'ai fait bac L, je ne sais pas faire des maths parce que moi j'avais commencé la série scientifique, etc. Mais après j'avais des difficultés, j'étais trop philosophie, histoire, français, etc. Mais j'étais convaincue que je ne pourrais pas faire des maths, etc. Mais arrivé à l'université, lorsque j'ai commencé à comprendre la comptabilité, je me suis intéressée, je répétais par la répétition, j'ai pris plaisir et je me suis dit que c'est dans la progression que je peux changer ça. C'est en répétant la chose, c'est en installant ces habitudes-là, mais en amont, j'ai déconstruit toutes ces croyances limitantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nourris par des paradigmes que par exemple, je vais prendre un exemple de là d'où je viens, aux Comores. Lorsque tu n'es pas parti en France, on ne te considère pas que tu as réussi ta vie, ou bien lorsque tu n'as pas eu des grands diplômes comme les autres. Par exemple, moi, parmi les croyances limitantes que j'avais en tant que femme, moi, j'avais comme règle que aujourd'hui, réussir, c'est avoir ton diplôme universitaire et avoir un mari qui a beaucoup d'argent. Moi, c'était pour ça la réussite. Mais dès que, par le désir, j'ai conçu une vision, c'est là que ça a changé. J'ai déconstruit ces croyances limitantes en mettant des habitudes, en cultivant un nouvel état d'esprit pour pouvoir devenir la personne que je veux devenir. Et c'est possible. Exactement, exactement. En parlant par exemple de mindset fixe et mindset de croissance, par exemple, on a vu que les cerveaux humains, on a tendance à fuir les dangers et toujours à faire allusion, c'est-à-dire on veut toujours des gratifications immédiates. Les gens, par exemple, aiment aujourd'hui même consommer TikTok, par exemple, par rapport à YouTube. Qu'est-ce qui fait ça? Par exemple, en 30 secondes, 60 secondes, ils ont un dopamine, tu vois, qui pique, un pic de dopamine. Donc, en plus de ça aussi, ça arrive un peu sur tous les domaines d'activité. Mais c'est aussi, il y a vraiment des côtés dangers qui empêchent les gens d'évoluer vraiment comme il le faut. Mais quand tu ne comprends pas ces différents concepts, par exemple, toujours fuir les dangers. Et voilà, sur les marchés financiers, par exemple, généralement, ça arrive une fois que les gens, par exemple, ils prennent des positions, ils sont en train de négocier, ou bien ça, ils prennent leurs profits du plus rapidement que possible et leurs pertes, ils les laissent, tu vois, ils prennent beaucoup de pertes parce que
ils ont peur de couper ça. Ils veulent toujours que ça vient en profit. Donc, ça revient dans le domaine du commerce, dans d'autres domaines d'activité. Tu vois, les humains, on veut toujours des gratifications immédiates. Dès que tu fais de l'argent un peu plus rapidement, ça t'épique. Mais tu as peur de perdre et perdre d'énormes Mais choses. moi, ça m'a marqué lorsque, excuse-moi de te couper, lorsque j'ai commencé la création de contenu, il y a également les critiques. Hein, parce que les personnes qui ont un mind scientifique, dès qu'on te critique, c'est fini, tu te mets dans tous tes états. Mais moi, je peux dire que j'ai failli survivre à ça. Pourquoi? Quand je me suis lancée dans la création de contenu, j'ai commencé à parler du dev perso, de la réussite, etc. Il y a des gens qui me t'inquiète, toi, comment est-ce que tu peux te permettre de dire ces choses? Je ne vais jamais oublier ce commentaire, vraiment. Et ça, c'est devenu une force. Pourquoi? Parce que ça m'a permis, ça a nourri mon énergie, ça a nourri ma force. Aujourd'hui, quelqu'un te dit pourquoi tu te permets de parler de réussite alors que toi, tu n'as pas réussi. Attends d'abord de réussir avant de le faire. Là, tu nous parles de quoi? Tu comprends? Donc, si c'était une personne lambda qui n'avait pas travaillé sur soi, qui n'avait pas construit son esprit, qui n'avait pas bâti, se construire pour avoir un message de croissance, automatiquement tu vas lâcher. Pourquoi? Parce que les humains sont comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui vont t'aimer, ils vont l'accepter. Il y a des gens, même si tu fais du bien, ils vont toujours critiquer. Donc, autant faire ce que tu y as à faire. Et ce que les autres vont penser, c'est leur problème. Mais toi, tu fais ce que tu as à faire. Et c'est fini, en fait. En parlant de ça, quelles sont les différentes manières de se fixer des objectifs et d'obtenir des grands résultats? Par exemple, il y a énormément de personnes qui veulent devenir des millionnaires du jour au lendemain. Ils veulent, je ne sais pas, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils le veulent peut-être tout de suite, tu vois. Ils ne veulent pas accepter le temps, tu vois. Ils veulent tout et tout de suite. Donc, ce qui bloque énormément de personnes de réussir aussi. Maintenant, comment structurer ces objectifs et surtout atteindre ces objectifs comme il le faut, comme on veut, comme on le souhaiterait? En matière de fixation d'objectifs, moi j'ai lu 2 livres qui m'ont aidé. Il y a le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche. Il y a le livre également Objectif de Brian Tracy. Donc, on va partir déjà sur Napoléon Hill. Lorsque tu te fixes un objectif, ton objectif doit être personnel, ton objectif doit être précis, ton objectif doit être mesurable. Par exemple, aujourd'hui, tu dis que je vais devenir riche. Si tu dis je vais devenir riche, c'est vague. Par contre, si tu dis d'ici le 31 décembre, je génère 5 millions de chiffre d'affaires, ou bien j'ai en possession 5 millions. Là, je t'ai fixé un objectif. Et l'objectif doit être personnel. Tu le conjugues au présent. C'est-à-dire, tu ne le dis pas au futur que je serai riche, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être en forme. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, tu ne dis pas que comment dire, je vais perdre du poids, je vais maigrir. Je dis, dans 2 mois ou bien dans 3 mois, je pèse 50 kilos, par exemple. Maintenant, en termes de business, comme je l'ai dit, tu dis, aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires de 500 000, par exemple. Tu dis, d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre, je génère 10 millions. Là, lorsque tu vas mettre en place ton plan d'action, tu vas pouvoir suivre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie, il y a la programmation mentale, la visualisation qui vient nourrir ça également. Il faut que l'objectif soit smart, mesurable, spécial, et temporel et spécifique. Et atteignable. Atteignable aussi sur le terme. D'accord. En parlant de tout ça, aujourd'hui, l'un de tes business le plus fort, c'est le marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, on parle de beaucoup de choses. On parle notamment de e-commerce, de marketing digital et énormément de stratégies. Et surtout, vous qui sommes des marketeurs, vous montrez des fois, par exemple, tu es obligé de parler de certains résultats, des fois ça vous arrive.
par exemple, de dire qu'à tel mois, j'ai fait, par exemple, 10 millions de chiffre d'affaires, j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a énormément qui attendent parler de ça, des personnes qui attendent parler de ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, comment toi, tu définirais-tu le marketing relationnel de façon générale? Ok. De façon générale, j'aimerais vraiment définir le marketing relationnel sous différentes formes. D'accord. Ok. Il y a la tradition du marketing, faire la promotion d'un produit ou bien des services. Ok. Maintenant, le marketing relationnel, c'est du marketing de multilevel. C'est de mettre en relation d'autres personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas toi seul, mais beaucoup de personnes que vous allez vous unir, faire la promotion d'un produit ou d'un service. Maintenant, je vais donner une autre définition que ça peut vraiment changer, la conception du marketing relationnel. Avec plaisir. Et il y a des gens, bien sûr, qui seront choqués. Mais pour moi, vraiment, le marketing relationnel, c'est une école de liberté financière, de leadership et de maîtrise de soi. D'accord. C'est ça ma définition du marketing relationnel. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Nadia. Donc maintenant, il y a le marketing relationnel, il y a aussi le système de Ponzi. Oui. Comment identifier vraiment et diversifier, différencier le marketing relationnel du vrai marketing relationnel et les systèmes de Ponzi? Par exemple, il y a énormément de business qui utilisent le système de marketing relationnel dans leur système de Ponzi, où tu dois amener les gens, où ils sont obligés, pour faire de l'argent, il faut faire rentrer des gens, tu es obligé. Quelle est la différence aujourd'hui pour toi entre le vrai marketing relationnel et le système de Ponzi? Ok. Avant de rentrer vraiment dans les définitions de comparaison, je vais quand même pousser les gens à s'éduquer eux-mêmes, à s'instruire. Parce que vous ne pouvez pas vous fier à ce que je vous dis là. Exactement. Pourquoi? Parce que le marketing relationnel a toujours existé aux États-Unis depuis longtemps. Les Robert Kiyosaki, les Bill Gates, tous les hommes riches, même Jeff Bezos, il a fait du marketing de réseau. Tous les hommes multimillionnaires aujourd'hui, ils ont fait du marketing relationnel. Et même, ils ont dit, lorsqu'ils perdent tout, ils vont commencer par le marketing relationnel. Créer un réseau. Maintenant, comment différencier entre le marketing de réseau et le système de Ponzi? C'est vrai que, je vais te donner un exemple plus concret. C'est vrai que, comme les gens disent souvent que le système de Ponzi, tu viens, tu fais l'activité, tu parles d'autres personnes, etc. Moi, je vais expliquer le marketing relationnel de façon très, très, très simple, sans pour autant entrer dans les systèmes de Ponzi, etc. Je vais prendre un exemple très, très concret. Quel est ton plat préféré? Un restaurant que tu aimes manger, par exemple? Peu importe. Comme ici, c'est au Sénégal, je ne retiens pas trop les noms des restaurants, mais il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Peu importe, on peut dire chez Merinjai, par exemple. On dit que toi tous les jours, tu pars chez Merinjai, ou Pélican. Ou bien au Pélican, par exemple. Tu manges ton yassa là-bas, et durant 2 ans, 3 ans, tu payes les 3000, tu manges ton yassa et tu rentres chez toi. Il n'y a aucun jour que Merinjai t'a dit, aujourd'hui je vais te donner un plat de yassa gratuit, ou bien je vais te faire une réduction de 10% sur le yassa. Par contre, dans le marketing de réseau, moi Merinjai, je sais la valeur de mon yassa. Je sais que tout le monde doit connaître mon yassa, et les gens qui vont manger mon yassa, ils seront heureux pendant toute leur vie. Est-ce que ça, c'est pas fascinant? Là, je te dis, Omar, aujourd'hui, tu me donnes, par exemple, 50 000 francs, pendant toute ta vie, tu auras une réduction de 30% de consommation sur les yassa. Tous les jours, à chaque fois que je mange au restaurant. À chaque fois que tu manges au restaurant, tu auras une réduction de 30%. Maintenant, tu es venu me dire,
Nadia, tu sais, Merinja, il prépare du bon yassa. Ok. Ok? Et moi, je suis partie aller manger là-bas. Mais le fait que j'ai mangé là-bas, ok, Merinja t'a reversé combien? 5%. Le fait que tu m'as amené, je mange régulièrement là-bas. D'accord. Donc, toute l'année que je vais manger du yassa là-bas, Merinja va te reverser des pourcentages. D'accord. Ça, c'est des revenus passifs. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Ok? Maintenant, moi, j'amène d'autres personnes. J'ai recommandé par exemple à Malcolm. Malcolm a recommandé à Ibu. Ibu a recommandé à Mohamed. Mohamed a recommandé à Sek. Sek à Minata. Je parlais tous les gens de vision. Donc, ainsi de suite. Maintenant, toutes ces personnes-là qui ont mangé le yassa de Merinjai, tu y as eu des pourcentages sur ça. D'accord. Maintenant, la chose le plus importante en marketing de réseau, ce n'est pas le fait que tu as fait la promotion d'un produit ou d'un service, mais c'est la personne que tu vas devenir en bâtissant ton réseau. Je répète encore, ce qui est plus important en marketing de réseau, ce n'est pas le produit ou le service que tu vends, c'est la personne que tu vas devenir en bâtissant ton réseau. D'accord. Donc maintenant, pour résumer ma question, le marketing relationnel, qui veut dire marketing des réseaux pour les personnes qui ne vont pas savoir le différencier. Donc, ce sont des systèmes qui sont axés sur des produits et des services. Maintenant, les systèmes des points I, ce sont des systèmes qui utilisent même le même système, mais qui ne sont pas alignés vraiment au marketing de réseau. Pourquoi? Et qui n'ont pas de produits, qui n'ont pas de services. Voilà. Merci. Ok, d'accord. Donc c'est génial, il faut que les gens comprennent ces différents concepts. Maintenant, il y a énormément de business, notamment en parallèle de ton coaching, du développement personnel et les conférences que tu donnes. Mais qu'est-ce qui te motive le plus dans les domaines du marketing relationnel, en plus de tout ce qui est leadership, tout ce qui va avec? Pourquoi tu n'as pas choisi un autre type de business pour évoluer là-dedans? Ok. Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles je choisis le marketing de réseau. Il faut savoir que moi, le marketing de réseau, c'était la première opportunité qui s'est offerte à moi. D'accord. Mais entre-temps, j'avais testé d'autres business, acheter des produits ici, les vendre quelque part. Maintenant, les 5 principales raisons que j'ai adhéré vraiment, que je fais le marketing de réseau. D'accord. Première raison, c'est le développement personnel. Tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort. Tu vas prendre la parole en public. Forcément, tu vas t'exprimer. Et tu vas croire en toi. Ok? D'accord. Donc, première raison. La deuxième raison, tu vas développer une compétence sur la vente. Tu ne vas pas seulement vendre, mais tu vas résoudre des problèmes concrets. Tu vas créer vraiment de la valeur de manière concrète. D'accord. Deuxième raison. Troisième raison, c'est le leadership. D'accord. Tu seras un leader, pas un leader autoritaire, mais un leader qui inspire, qui motive. Toi, tu réussis et tu fais réussir les autres. J'ai cité combien? 3. 3. Ok. Quatrième raison, tu vas apprendre la communication. Pourquoi? Parce que tu seras appelé à présenter des projets. Tu seras, moi, la force que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir animer des conférences n'importe où devant 1000 personnes, 100 personnes. Et ça, c'est le marketing de réseau qui t'apprend ça. Qui t'apprend ça. Tu ne veux pas l'apprendre dans d'autres business ou bien en tant que personne lambda. C'est dans le marketing de réseau que tu vas apprendre ça. C'est quatrième. Le cinquième, c'est l'intelligence financière. Le marketing de réseau, ça va t'apprendre les bases de l'éducation financière sur le cash flow, sur les leviers, sur les investissements, sur les passifs et les actifs. Donc, ce sont ces 5 raisons. Et les meilleures, c'est que tu ne vas pas, moi de mon côté, je ne gère ni logistique,
ni production, etc. Mais je sais que mon partenaire, il a mis en place un produit magnifique. Que ce produit, il est disponible à plusieurs pays. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir du digital. Avant, nos grands-pères qui faisaient le marketing de réseau, il faut que j'ai mon cousin, il faut que j'ai mon frère, il faut embêter les gens dans la rue, aller frapper les portes de gens. Mais aujourd'hui, avec le pouvoir du digital, le digital aujourd'hui, c'est un levier vraiment pour réussir différemment dans le marketing de réseau. Et c'est ça qui aide beaucoup de personnes à faire le maximum de chiffres, qui m'a aidé également, moi, avec mon équipe. Pourquoi? Parce que le digital a changé complètement la donne aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter encore, le plus important en marketing de réseau, ce n'est pas le produit ou les services que tu vas vendre, mais c'est la personne que tu vas devenir en bâtissant ton réseau. Parce que c'est la chose très, très importante. Donc, quel outil ou stratégie digitale utilises-tu pour vendre tes produits et services, notamment la formule tout récemment? Donc, j'ai vu que toi et ton équipe, vous avez fait à peu près un chiffre d'affaires de 10 millions, comme ça. Donc, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour faire ces différents chiffres? Ok. Les stratégies qu'on a mis en place, ce sont des connaissances grises qu'on va en amont partager ici. Lorsqu'aujourd'hui tu te lances dans le digital sur Internet, il faut se positionner en tant que solutionneur. Il faut venir traiter des problèmes qui répondent aux normes dures, douloureux, urgents et reconnus. Ok? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, des problèmes d'impuissance. Il y a Facebook. Tu sais, aujourd'hui, Facebook et WhatsApp, ce sont les outils vraiment qui qui nous ont permis, moi et mon équipe, de générer ce chiffre d'affaires. Il y a le Facebook Ads, les campagnes publicitaires, etc. Ça va te permettre d'avoir des clients illimités. Des clients illimités. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, mon produit, je sais qui je veux le vendre, un homme, une femme, son tranche d'âge, où il vit, dans quel quartier, qu'est-ce qu'il mange, quelles sont ses habitudes. Au travers le digital. Au travers le digital. Et Facebook, vraiment, te permet de pouvoir atteindre ce genre de client, en fait. Nadia, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui a doute de lui, comment par exemple tu as parlé durant la partie sur le développement personnel, comment casser les barrières, les croyances limitantes pour les personnes qui veulent se lancer, que ce soit sur le marketing digital, que ce soit n'importe quel domaine d'activité, quels sont les conseils que tu partageras à cette personne-là pour booster son potentialité surtout et à lancer, à casser les barrières et atteindre ses objectifs? Avant de répondre à la question, moi, pendant mon parcours, la chose la plus difficile, ce n'était pas de faire ce que je fais aujourd'hui, générer des chiffres d'affaires de 5 millions, animer des conférences, impacter la vie des gens, mais de croire que je peux le faire. Si j'avais cru en moi assez longtemps, je ne serais pas là aujourd'hui. J'aurais été dans un autre niveau, si je peux dire. Donc, le premier conseil, c'est croire en toi, croire en tes capacités, croire que tu es né pour réaliser des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste né pour exister, mais tu es né pour une mission spécifique sur Terre. Et dis-toi que tu dois réaliser, tu ne dois pas partir dans ce monde comme ça. Deuxième conseil, c'est la confiance en soi et confiance en toi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive et qui se développe, voir grand surtout. Et je vais te conseiller de lire La magie de voir grand. C'est un livre qui m'a impacté, qui m'a transformé catégoriquement pendant mon parcours de développement personnel. La confiance en soi, c'est ça qui va te permettre de poser des actions, mais tu vas pouvoir la nourrir. Lorsque tu vas poser ces actions-là, tu vas te rendre compte que tu es capable de réaliser des choses, en fait.
D'accord les amis, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de ce podcast. Comme vous avez vu, moi personnellement, j'ai appris énormément de choses avec Nadia aujourd'hui et ça a été un grand plaisir de passer ces beaux moments avec elle. Comme vous savez aussi, c'était la première fois que j'invite vraiment une femme sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut dire comme ça. En tout cas, de toute façon, voilà, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez le plus appris avec Nadia en tout ce qu'on a développé au niveau du développement personnel, au niveau du mindset, au niveau des stratégies de business. Par exemple, on a parlé énormément de stratégies de business que vous pouvez implémenter et exploser vos résultats. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Nadia si elle a quelque chose à dire, à passer, un message à passer au travers de cette communauté, donc qui est magnifique surtout, et comment on peut retrouver Nadia sur les différents réseaux sociaux, comment on peut rentrer en contact avec Nadia. Donc tu partages ça avec cette belle communauté. Merci énormément. On a passé un très bon moment d'échange, d'inspiration, d'apprentissage. Donc, si vous venez également de découvrir pour la première fois la chaîne de Omar, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est gratuit. Likez. Et pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, sur TikTok DevPerso 2.0, Nadia Abdillah, Instagram Nadia Abdillah, sur YouTube Booster Mindset, c'est toujours Nadia Abdillah. Et osez, armez-vous d'audace et de courage. Faites ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Quelle est la prochaine étape maintenant, Nadia? La prochaine étape, là, je peux dire, un avant-retour aux Comores. Je ne sais pas si dans ta communauté, il y a des Comoriens qui te suivent, mais le 19 juillet, je serai aux Comores pour une grande conférence. On va parler de développement personnel, de business en ligne, marketing digital, mais également d'intelligence financière. Comment aujourd'hui, avec un bon mindset, avec le digital, bâtir un business stable sur Internet et générer du cash. Du coup, si vous êtes au Comores, donc je vous invite vivement à être présent pour apprendre aussi et avoir vraiment un réseau en commun avec Nadia Abdillah. Moi, personnellement, ça a été un immense plaisir aujourd'hui de passer ces bons moments avec elle. Et merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine épisode parce que je vais inviter encore une fois de plus Nadia après son comeback. De Comores, donc parce que vraiment il y a énormément de choses qu'on pouvait parler plus sur le développement personnel, mais avec le temps, donc on va se donner rendez-vous sur une nouvelle épisode. Donc si vous avez aimé, restez abonné sur cette chaîne YouTube pour ne pas rater surtout nos prochaines sorties. C'était Omar Doumbia, on est ensemble les amis, ciao.